vient maintenant à la notion de preuve de programme. Comment on peut faire pour prouver un programme? On va voir que en fait, on va se servir de ce qu'on appelle une plus faible précondition. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste sur un exemple. On va prendre un programme très simple, un programme avec juste une instruction qui est x égale 2x plus 1. Il y a juste une affectation. Je veux que, après l'exécution de cette affectation, je veux que x soit inférieur à 2. C'est mon but. En sortie de ce morceau de programme, c'est pas vraiment un programme, cette instruction, je veux que x soit inférieur strictement à 2. Alors, je peux voir en entrée, au niveau du prédicat d'entrée, en fonction de ce que je mets comme propriété, je peux voir si le résultat est vérifié. Prédicat de sortie, la post-condition est vérifiée. Par exemple, si je prends, si en entrée, si je mets x égale 0, donc j'exécute, ça va me faire 2 fois 0 plus 1, ça fait 1. Donc, en sortie, j'aurai x égale 1. Et donc, x égale 1, c'est bien inférieur à 2, donc ok, ça marche. Bon, si je réessaie avec x égale 1, ça va faire x ici en sortie 3, donc ça ne marche pas. Non. Bon, et puis évidemment, si je prends x plus grand, en entrée, étant donné que je multiplie par 2, que j'ajoute 1, ça va être encore plus grand, ça va encore moins bien marcher. Donc je vois que x égale 0, ça marche. Bon, évidemment, si je prends x égale plus petit, si je prends moins 1, ça va faire moins 2 plus 1. Donc là, ça va faire x égale moins 1 en sortie. Donc là aussi, ça marche. Évidemment, plus je diminue la valeur de x, et plus 2x plus 1 sera diminué, et donc ça va marcher encore mieux. Donc je vois que ça marche pour x égale 0, ça ne marche pas pour x égale 1. En fait, si je regarde, si je cherche un peu, je me rends compte que pour x égale 1 demi, ça me fait, en sortie, j'aurai x égale 2. Et donc là, on se rend compte que, en fait, ça ne marche pas, puisque je veux un truc strictement inférieur à 2, mais on voit que là, c'est la limite à partir de laquelle ça va marcher. Donc ça va marcher. Finalement, pour que ça marche, il faut qu'en entrée, il faut que j'ai x qui soit inférieur strictement à 1 demi. Voilà. En fait, c'est ça ma condition que je dois mettre en entrée si je veux qu'en sortie, j'ai x inférieur à 2. Bon, ça veut dire que tout programme, toute solution qui serait comme ça, bon, évidemment, on a compris que ça marchait. Voilà, ça c'est un triplet de OR qui fonctionne. On l'a vu en tâtonnant comme ça. Mais évidemment, si ici, c'est une propriété qu'on avait déjà vue, si ici je mets une propriété, je remplace ça par quelque chose qui est plus fort, donc si je mets un PE qui est plus fort, ça va marcher a fortiori. Donc, en fait, ce truc-là, ça a un nom, ça s'appelle la plus faible, en abrégé PFP, plus faible précondition pour que, c'est la PFP pour que après exécution de ça, on ait x inférieur à 2. Et donc, on va dire que le triplet, il est bon si, en entrée, vous voyez, ça ne dépend pas de la sortie en fait, si en entrée, on met quelque chose qui est plus fort que cette PFP. Ça veut dire que pour prouver un programme, en fait, on va calculer la PFP et ensuite on va vérifier que la précondition, elle est plus forte que la PFP. Bon, voilà, ça c'est l'idée générale. Donc maintenant je reviens au cours. Et donc à la définition de précondition.
plus faible précondition. Bon, ben en fait, la plus faible précondition, c'est, comme son nom l'indique, c'est la précondition la plus faible qui permette de valider le triplet. Ça veut dire que si mon triplet, il est validé, là, vous voyez, si j'ai PSQ, ben forcément, ça veut dire que P est plus fort que la PFP de S et de Q. Voilà, c'est la définition du truc. Bon, on va voir ensuite comment on fait pour la calculer, mais déjà, voilà le principe. Alors, juste une remarque, évidemment, le triplet, si en entrée on met la PFP dans le premier membre en précondition, si je mets la PFP de S et de Q, et après j'exécute S, je suis sûr d'avoir Q, hein, c'est un peu par définition, évidemment que ça marche. Alors, PFP de S et de T, c'est la plus faible condition qui garantit la terminaison de S, puisqu'on n'a aucune condition là, on n'a aucune demande précise concernant les résultats. Un prédicat qui est vrai. Donc il suffit que, ça veut dire qu'on regarde si S se termine bien, s'il n'y a pas de boucle infinie. Bon. Donc en résumé, pour prouver un triplet PSQ, bon, c'est ça le plus important. Hein. Comment on fait pour prouver un triplet PSQ? Eh bien, il y a deux étapes. C'est ça qui est important. D'abord, deux étapes. D'abord, je calcule la PFP de S et de Q. Et ensuite, je prouve que le premier élément du triplet, il est plus fort que la PFP. Pour que ça marche, par définition, la PFP, c'est la plus faible. Donc, c'est la plus faible qui marche. Donc, si on veut que ça marche, eh bien, il faut qu'on ait une précondition qui soit évidemment plus forte. Voilà, donc ça c'est vraiment le plus important. Si vous voulez prouver un triplet, voilà, il y a deux étapes. On ne peut pas le faire en une étape. D'abord, calcul de PFP, et ensuite, je regarde que l'implication elle marche. Voilà. Donc, on va faire des exemples plus tard, je vais vous montrer. Donc, pour commencer, il faut calculer comment on fait pour calculer une PFP. Alors, on l'a fait là sur un exemple en commençant l'introduction. En tâtonnant, mais on va voir qu'on peut être plus systématique que ça. Et donc, on va y aller petit à petit. On va commencer par une affectation, un calcul simple. Donc, on peut tâtonner, mais on peut aussi... voilà, il y a une règle en fait qui marche systématiquement. Donc, si on veut calculer la PFP, vous avez la PFP de x égale E et de Q. Bon, donc c'est après l'affectation, après avoir affecté E à la variable x, je veux que la propriété Q soit vérifiée. Bon, la PFP, c'est quoi? Il suffit de remplacer dans Q toutes les occurrences libres de x par E. Bon, alors, ça c'est, voilà, dans 99% des cas, c'est ce qu'il faut faire, mais il faut aussi quand même que E soit évaluable. Du genre, pourquoi E pourrait ne pas être évaluable? Si par exemple vous avez x égale racine de y. Bon, racine de y, ça existe que si y est positif, vous voyez, donc il va falloir éventuellement dire ça aussi. Mais voilà, le plus important, c'est quand même, c'est ça. Hein. C'est je remplace dans Q toutes les occurrences libres de x par E. Bon, donc on va faire ça dans la suite, on va faire des exemples. Mais tout de suite, on en fait un quand même, hein, juste pour vous voir que finalement, vous voyez ici, là, si je fais ça, hein, PFP de x égale 2x plus 1, hein, c'est quoi? Je l'obtiens comment? En remplaçant, ça c'est ce qui joue le rôle de Q, hein, donc je remplace dans Q, x, il n'y a qu'une occurrence qui est libre, je remplace x par 2x plus 1. Et donc ça me fait égal 2x plus 1 inférieur à 2. C'est ça ma PFP. Donc, si je l'arrange, ça fait 2x inférieur à 1, et donc vous voyez que ça fait x inférieur à 1,5. Vous voyez qu'on le retrouve de manière systématique, sans faire de tâtonnement. Voilà. Bon,
Alors, on fera d'autres exemples ensuite. Alors, juste une remarque, cette règle ne marche pas tout le temps. Quand est-ce qu'elle ne marche pas? Il y a un cas où ça ne marche pas. C'est si on veut modifier une case d'un tableau. Bon, là, si on modifie un tableau, une liste, ça ne marche pas. En fait, c'est plus compliqué. Alors, on ne va pas le traiter ici, hein, ce module, c'est un module d'initiation. Hein. Donc, voilà, juste je vous dis, ça ne marche pas. Donc, on fera attention à ne pas utiliser cette technique quand on fait des programmes dans lesquels on modifie des tableaux. Alors, avant de faire des exemples, donc on va maintenant compliquer un peu et donc on s'occupe d'une séquence. Alors, une séquence, voilà, ce qui va vous étonner, c'est que c'est le sens dans lequel on va raisonner. En fait, on raisonne, c'est ça qui est un peu peut-être étonnant pour vous, c'est intéressant. En fait, on raisonne, vous voyez, donc PFP. Donc on a une série d'instructions, hein. On a A1, A2, etc., etc. Et donc on va commencer par la gauche, pardon, par la droite, AN, et puis on va revenir, hein, on va partir de AN, et puis on va remonter vers A1. C'est-à-dire, on va commencer par calculer la PFP, vous voyez, de AN et de Q. Voyez, la partie de droite. Et puis, avec ce qu'on aura obtenu, ben on calculera la PFP du morceau correspondant à l'instruction précédente. Et chaque fois, on remonte jusqu'à ce qu'on ait calculé la PFP jusqu'au bout. Exemple, si vous avez deux affectations l'une après l'autre, donc PFP de x égale 1, y égale 2, q. Bon, vous faites PFP de x égale 1 et de la PFP de y et de q. Ok, y égale 2 égale q. Donc, ça vous fait q, vous remplacez y par E2 dans q et E2 évaluable. Bon, ça, c'est un nouveau prédicat. Ça, c'est un prédicat. Donc, maintenant, vous avez une dernière PFP à calculer. Cette fois-ci, vous allez remplacer x par E1 dans ce prédicat-là, donc c'est ce qui est écrit ici, et E1 évaluable. Bon, voilà. Bon, en général, le 1 et 2 évaluable, bon, c'est rare que ça soit utilisé, mais bon, en toute généralité, on l'a. Alors, ben, on va regarder sur des exemples comment on procède. Donc, voilà, exemple, exercice 1, calculer les PFP. C'est où? C'est ici. Alors, donc, c'est PFP de... PFP de Z égale Z fois J, I égale I-1. I égale I-1. Donc il y a deux instructions, il y a deux affectations l'une après l'autre, et après vous avez Z fois J exposant I égale C. Donc Z fois J exposant I égale C. Alors, vous voyez que là, on a mis des cotes. Bon, il faut absolument, d'une manière ou d'une autre, il faut distinguer cette partie-là, parce que ça, c'est du code, du Python, de cette partie-là, qui est un prédicat, hein, qui est une condition. C'est post-condition, ce truc-là. Donc, évidemment, ce n'est pas le même langage. Ça, c'est Python, et ça, c'est logique des prédicats. Ok? Donc, ben, il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas les mélanger parce que sur cette ligne, finalement, on a deux langages différents. Python, logique des prédicats. Alors bon, à minima, on met ça, ou alors ici, on met des accolades. Enfin, on se débrouille pour visualiser que ce n'est pas le même langage, donc attention.
Alors, pour calculer ce PFP, on fait en deux temps. Et donc, on va faire toujours comme ça. On remonte. On remonte. Et donc, on va dire que c'est PFP de Z égale Z fois J, virgule, et puis, alors pour une fois je l'écris, après je ne l'écrirai pas, hein, PFP de I égale I moins 1, et puis Z fois J exposant I égale C. Donc ça fait PFP Z égale Z fois J. Voilà. Après, on n'écrira pas forcément la ligne du dessus. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je remplace I par I moins 1 dans le prédicat qui est là. Donc, ça fait Z fois J exposant I moins 1 égale C. Et puis, cette fois-ci, il me reste une dernière affectation. Je vais remplacer donc Z par Z fois J dans le prédicat qui est là. Donc, ça va faire Z fois J que multiplie J exposant I moins 1 égale C. Ce qui va encore faire Z, Z fois J exposant I égale C. Donc, eh bien, la précondition, vous voyez, c'est égal à la postcondition. On retrouve la même chose. Voilà. Donc, on m'a demandé, là, l'exercice est calculer la PFP. Calculer la PFP, c'est ça. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que ben, ce triplet-là, Z fois J exposant I égale C. Je vais l'écrire comme ça. Ensuite, j'ai Z égale Z fois J, et puis j'ai I égale I moins 1. Virgule, même Z fois J exposant I égale C. Voilà, ce triplet est correct. Donc voilà un premier exemple. Bon, les trois exemples suivants se traitent de la même manière et on va les faire dans la vidéo qui